Antoine. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le concept de l'homme. Pardon. L'homme est-il bon ou pas? Parce que, en fait, tout à coup, vous faites rentrer dans le débat une norme. Et la question de la norme, justement, dans la société et dans le vivre ensemble, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Notamment, je vais vous donner un exemple. J'ai assisté une fois, comme ça, à un discours tenu par une personne, un ch'ti, donc qui lui était très content d'être ch'ti, se réclamait très souvent de ch'ti, qui fait un tour de table et qui à un moment désigne une personne qui était marocain et qui dit bah, toi qui es marocain, etc. Et l'autre, je l'entendais maugréer, ouais mais moi il me ramène tout le temps au Maroc, il me fait chier, j'ai pas du tout, moi je me sens pas marocain, j'ai vécu en France, etc. Donc la question, voilà, la question elle est de la norme. Qu'est-ce qu'une norme? Est-ce qu'on a besoin d'une norme pour vivre en société? Est-ce que les gens arrivent à faire des transactions sans normes? Ou est-ce qu'ils arrivent au contraire à vivre? Ou est-ce qu'ils ont besoin systématiquement d'être dans une relation normée et presque une relation d'hypnotisme de l'un par rapport à l'autre? Merci pour cette bonne question. En fait, mon sujet, c'est pas de dire que les gens doivent être ou agir de telle manière ou de telle autre manière. Ce que je dis, c'est qu'on a intégré ce que je considère être comme des passages à l'acte. La violence aux personnes, les discriminations, que ce soit discrimination pas simplement entre quelqu'un de couleur et quelqu'un de blanc. Le fait d'intégrer pour moi que les femmes soient payées 20% de moins que les hommes pour une fonction similaire, je considère que c'est un passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on admet, la société admet et digère autre chose. Pour rebondir sur des exemples qui sont des exemples que vous connaissez, Monsieur Woerth ne considère pas fondamentalement qu'il a fait quelque chose de mauvais. Or, quand vous analysez objectivement les conflits d'intérêts, etc., je n'ai rien contre cette personne, mais lui-même se sent agressé par le discours des médias, par le discours de la presse, et le discours d'un certain nombre d'hommes politiques, pas toujours pour des bonnes raisons à son égard. Et ce que je dis, quand l'homme n'est pas... En fait, quand on regarde autour de soi, quand je vous dis l'exemple de donner des droits civiques à une population prépondérante dans votre pays en 1965, ces discriminations, ce que j'observe, me laisse penser qu'il faut en permanence marteler que la règle, c'est ça. Je pars du principe aussi que naturellement, on n'a pas envie de se laver, on n'a pas envie de manger avec des fourchettes, on n'a pas envie... Se laver, je ne suis pas d'accord, moi. Voilà. Et que donc, mais vous l'avez intégré aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez intégré parce que ça a été martelé. Dans le monde des affaires que je connais bien, il y a un certain cynisme que je vous invite à regarder un documentaire très didactique qui s'appelle Inside Job et qui parle de la crise de 2008. Et on se rend compte que quelques individus, pour satisfaire leurs intérêts personnels, ont mis à genoux le monde en étant parfaitement conscients. Ce n'est pas une erreur d'aiguillage, etc. Et ça, je pense que c'est un acte transgressif grave. Que dans le monde des affaires, qui est un monde que je connais bien, la réussite, je ne connais pas le monde de la politique, mais je pense que ça doit ressembler, que dans le monde des affaires, la vraie réussite passe à un moment ou un autre par un meurtre, par le fait qu'on ait tourné la tête sur quelque chose de pas très propre. Et une fois qu'on a tourné la tête, une fois qu'on a réussi, on a oublié, on a intégré, on est même encouragé. Et donc, ce que je dis, c'est que ces normes-là, il faut en permanence les marteler. Alors c'est le pouvoir des politiques, pour boucler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le pouvoir des politiques. Mais malheureusement, les politiques, en particulier dans votre pays, je ne vais pas vous donner de leçons, mais ce que j'observe, c'est une démarche totalement anthropologique, l'exemplarité ne fait plus partie des valeurs. À titre personnel, et encore une fois, pour aller à l'extrême de Marine Le Pen, je pense que M. Jospin, qui était probablement l'un des meilleurs premiers ministres
vertueux, avec une bonne équipe, avec des bons résultats, etc., a été humilié. C'est-à-dire on l'a balayé parce que ce n'était pas la valeur cardinale. On disait qu'il n'était pas sexy, il ne passait pas bien à la télé, voilà. Hein. Et je veux enfin finir avec mon expérience personnelle. Quand j'ai dit au début que j'étais passé par des universités prestigieuses, etc., et que jamais l'idée ne m'a effleuré de travailler ici, mais alors vraiment pas du tout. Hein. Et dans mes fonctions précédentes, j'ai rencontré Nicole Notat, qui est une syndicaliste, qui est venue pour faire une mission de veille sociale. J'accapare 2 petites minutes. Hein. Mission de veille sociale dans la... Voilà, dans l'entreprise où j'étais. Et puis, je la rencontre par hasard dans l'avion en partant vers Paris. Elle me dit, je ne comprends pas quand même, monsieur Tlemceni, quelqu'un comme vous, vous n'avez même pas pensé à vous installer en France, quelque temps, travailler. J'ai dit, madame, je suis très choqué par ce que vous me dites. D'abord, je suis programmé pour créer de la valeur dans mon pays, mais autre chose, en France, je ne peux pas me lancer dans une compétition où je veux jouer les premiers rôles en étant bridé. Parce qu'il y a quand même aussi une énorme hypocrisie. Les dirigeants aujourd'hui de grandes entreprises ou les dirigeants politiques, à part pour faire du décor ethnique dans certains gouvernements, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand vous lisez, je vous invite à lire les Échos, la Tribune, sur les nominations tous les jours, les noms d'Arabes et de... Il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà. Et peu de femmes. Mais bon. Alors, se lancer, quand j'ai dit à Madame Notat, moi je ne peux pas me lancer dans une compétition où je sais que je ne peux pas jouer parmi les 10 premiers. Et là, il y a une hypocrisie. Elle me dit, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est une syndicaliste. Hein. Voilà, donc... ce que je veux dire, ça aussi, c'est les valeurs. On peut faire de la discrimination positive. On peut mettre des CV en blind, etc., etc. Il arrive toujours un moment où on dit « Allô, comment, Clem, vous écrivez ça comment ?» etc., etc. Ça, je considère que c'est un acte transgressif. Et qu'on laisse la porte ouverte à cet acte-là, consciemment ou inconsciemment, qui fait que finalement, il ne faut pas s'étonner parfois que les gens n'aient pas des ambitions. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, il y a des cas exceptionnels, il y a Mère Teresa, il y a des cas exceptionnels. Mais la nature de l'homme tel que je l'ai observé dans le monde des affaires, dans le monde politique, le monde des affaires à la fois français et marocain. Aujourd'hui, je continue à avoir des très grands groupes français qui sont mes clients dans mes activités de conseil, etc. N'est pas naturellement bon. Merci. Voilà. François, tu voulais réagir sur la norme, j'imagine. Et puis après, je vais passer la parole à Marc qui est en train de s'énerver tout seul. 2 remarques. Quand on dit l'homme... pas tout seul, d'ailleurs. L'homme des affaires, l'homme, l'affairiste n'est pas bon. Il ne faut pas en conclure qu'il est naturellement mauvais. Voilà. Il est culturellement mauvais. Nous ne sommes pas dans le naturellement mauvais. D'autre part, chez Rousseau, je vous rappelle que, à l'état de nature, l'homme est stupide et borné aussi. Donc c'est avec, quand il devient un peu éclairé, c'est quand il est un peu éclairé que le mauvais prend sa mesure. Une autre remarque à propos et avant de venir à la norme, à propos des minorités, des immigrés, etc. Il y a toujours quelque chose qui me choque. Alors on peut évidemment moralement condamner, se scandaliser, mais c'est qu'il faut cesser aussi de parler de cela. Ce sont des citoyens européens. La part des étrangers est une part relativement faible. Donc l'Europe n'a pas, ou la France n'a pas un problème avec ses minorités, elle a un problème avec ses majorités, si j'ose dire. C'est-à-dire avec la capacité à faire vivre ensemble des gens extrêmement différents. Mais qu'on cesse de toujours dire des immigrés ou des gens qui sont d'origine étrangère. Quant à la norme, c'est évidemment une très bonne question. Le problème de la norme, par exemple, à plusieurs niveaux. D'abord, d'un point de vue strictement politique, la norme, elle peut être horizontale, elle peut être verticale. C'est une norme, c'est le problème du pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir au sens latin du possum, hein, c'est presque le pouvoir libertaire. C'est pas sans normes. Ce sont des normes que l'on se donne. Ou est-ce que c'est une norme qui nous transcende et qui s'impose? Là, j'ai envie de dire que c'est la distinction, la règle du jeu. Il y a la règle du jeu. La règle du jeu, la règle, on l'a choisie. Si vous n'êtes pas, si vous trichez, vous êtes hors jeu. Par contre, la norme, quand elle est loi, quand on est hors la loi, on est sous le coup de la loi. Donc ici, d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon, on parle de défi social, une certaine manière, de concevoir le vivre ensemble
sous la forme peut-être justement de règles. Est-ce que chacun n'est pas en train d'édicter des règles qui ruinent la grande tradition de la loi? Et là, j'ai envie de parler de Saint Paul, notre grand ancêtre. Quand Saint Paul, qui était à la fois juif, grec et romain, à la fois la loi, le logos et l'administration, et vous savez qu'il a dit « Je ne suis ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave, je suis moi ». Donc on retrouve le sujet dont parlait Nathalie. Est-ce que je peux reprendre Non, Rachid. Un point. Tout à l'heure, tu y reviendras. Est-ce que je peux juste poser un complément de question très très rapide par rapport justement le jeu, excusez-moi. Le jeu et le jeu, parce que vous citez le fait que les femmes soient payées 15% moins cher que les hommes, ou 16%. Mais il y a un jeu et un jeu qui intervient justement, c'est-à-dire que quand vous demandez à une femme dans la rue, 90% d'entre elles vont dire « je ne supporterai pas d'être mieux payée que mon mari ». Ça a peut-être un peu baissé aujourd'hui, mais quand même, il y a une grosse tendance là-dessus. Je pense que là, il faut que tu révises tes chiffres, parce que ça, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. D'une part, d'autre part, je voulais revenir. Tu y vas sur et ce que tu as dit et les réactions, parce que je suis tout à fait d'accord avec monsieur Tlepsani, comment s'épelle votre nom. Si tu me permets, Judith, parce que nous, on le vit au quotidien. Judith est française de souche. Elle s'appelle juste Agitse AMTP, et très régulièrement, et moi la première, parce qu'il m'a fallu 1 an et demi pour mémoriser son nom, mais très régulièrement au téléphone, et c'est quand même dur. Mais vous vous appelez... C'est quoi votre nom? Déjà, ça s'appelle... Vous venez d'où? Quelle est votre origine? Donc on a un problème non pas avec nos minorités, mais avec nos majorités, comme l'a dit François. Et après, à toi, Marc. J'ai plus de micro, moi. Oui, moi je voulais réagir d'abord à propos de la norme. Est-ce qu'on a besoin de normes? Est-ce qu'on a besoin de règles pour vivre ensemble? À partir de quel moment la règle devient la norme? On peut dire, comme a dit ici justement le philosophe, je parle sous son contrôle, c'est vrai qu'on choisit, il y a des règles, et à partir d'un certain moment, quand on ne respecte pas la règle, on peut hors-jeu. Mais à partir de quel moment l'ensemble des règles ou les règles deviennent la norme? Quand elles deviennent la norme, la différence, c'est qu'à un moment donné, cette volonté commune et ce consentement mutuel qui fait que ça devient la norme, et que si vous ne la respectez pas, vous êtes hors des limites. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'était à propos justement de cette sorte de droit à l'indifférence, l'exemple qui a été donné à propos des noms. Mais est-ce que si mademoiselle ne s'appelait, par exemple, Delacroix du Montpensier de Vautour, on ne lui dirait pas d'épeler son nom? Je ne dis pas que ce n'est pas une situation difficile, parce que, voilà, mais pas de la même façon. Mais je crois qu'en revenant au jeu, on pourrait dire que ce qu'il faudrait, c'est une sorte, on va dire, que quand je rencontre l'autre, il faut une reconnaissance. Quelque part, si je vais vers l'autre, c'est qu'il le reconnaît, c'est qu'il se voit dans l'autre pour pouvoir aller vers lui. Et dans cette reconnaissance mutuelle, il faut aussi... les différences sont là, elles font partie de cette interaction. Mais il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les ignorer, elles existent. C'est une différence. Et les différences, elles nous enrichissent. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une sorte de droit à la différence ou droit à l'indifférence, mais c'est une sorte, on pourrait dire, de droit à l'individualité. Droit à l'individualité, et puis de banaliser tout ça. C'est peut-être ça qui rejoint ce que disait monsieur, je crois, qu'on arrête de dire tout ça. Mais il faut qu'on accepte qu'il y a des individualités, et puis qu'il y a des situations qui proviennent de l'interaction entre le jeu, JE, et des autres.